injoignables. Et quand on leur signale un problème, derrière, il n'y a rien qui se passe. C'est pas transparent. On fait tourner en rond, c'est jamais leur faute. Ils gèrent les copropriétés et bien souvent, les syndics exaspèrent leurs clients. On apprend que DF n'a pas été payé depuis, je crois que c'est début 2023. Nous, on a payé des fenêtres, mais les fenêtres ne sont pas posées. À un moment donné, on vous paye pour faire des travaux. Si vous ne les faites pas, c'est du vol d'argent. Toutes ces pénalités qu'on paye parce qu'eux ne réglaient pas les factures, par contre, ils ont continué à se verser leurs honoraires. On était lésés et impuissants. Quand le syndic déraille, un simple ravalement, une fuite d'eau peuvent se transformer en cauchemar. Acheter à Nancy, c'était le rêve de Géraldine. Il y a 20 ans, cette professeure de français a investi toutes ses économies dans un appartement. C'est un bâtiment avec un style du XVIIIe siècle. Moi, j'aime bien tout ce qui appartient au passé, au patrimoine et tout ce qui a une histoire et une vibration historique. Pourtant, aujourd'hui, elle ne supporte plus de vivre ici. Le bâtiment prend l'eau de toutes parts. Il y a eu un trou dans la toiture et donc l'eau, elle va où elle veut. Et voilà toutes ces infiltrations et vous voyez les champignons, le salpêtre. L'immeuble risque d'être mis en péril par la mairie, d'un jour à l'autre. Donc là, je viens de voir quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, ça commence à se fissurer. Ça cloque, il y a des cloques, la peinture s'enlève, cette humidité ronge tout. Il y a des moments où je me coupe des émotions, c'est-à-dire je fais l'autruche et je fais semblant de ne pas voir pour que ma journée ne soit pas gâchée, en fait. Cela fait plus de 6 ans que la situation se dégrade sous les yeux des 5 copropriétaires. Et plus le temps passe, plus le prix des réparations augmente. Alors ça, donc, ce sont vraiment des infiltrations d'eau tombées jusque dans son salon, il y a 3 mois, en pleine nuit. Elle s'est infiltrée par la cheminée et je vois que l'eau coulait comme une trombe. C'était une douche, en fait. Et c'est tombé directement partout, sur les lampes, sur la télé, sur le magnétoscope. J'en veux au syndic de copropriété parce que d'une part, ils n'ont jamais rien fait. Ils laissent se dégrader un immeuble qui était tout à fait en bon état et qui a un caractère historique. Et j'en veux également à ces syndics sur le plan personnel parce que j'ai une vie qui est complètement dégradée à cause d'eux. Avec Stéphanie, sa voisine de palier, elles ont décidé d'attaquer leur précédent syndic. Ça s'aggrave dans l'immeuble. Hein. Je vous laisse entrer déjà. Merci. Stéphanie a lancé une procédure civile contre leurs 2 anciens cabinets successifs. Elle leur réclame plus de 60 000 € de dommages et intérêts pour non-exécution des travaux. Car depuis 2019, la réparation de la toiture est votée. Le devis qu'on avait voté n'a jamais été exécuté. On a fait un certain nombre de courriers recommandés, comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Donc il y en a pour des pages. Voilà, avec des mises en demeure où on n'a jamais reçu la moindre réponse. En 6 ans, les syndics ont seulement fait colmater une petite partie des fuites. Pourtant, chaque année, les copropriétaires ont continué à payer les honoraires d'un montant de 1 600 €. Ces travaux ont été faits sous la pression et la menace des copropriétaires. Donc si on n'avait pas harcelé pendant des semaines, des mois avec des courriers recommandés, il ne se serait jamais rien passé. Mais sur l'ensemble de ce qui aurait été réparé, on a réparé peut-être 10 à 20%. Des petits propriétaires qui se battent contre un ennemi censé être leur meilleur ami, leur syndic. Le scénario est courant. Facturations abusives, prélèvements indus, comptes opaques. Dans le dernier rapport de la répression des fraudes, les 2 tiers des syndics contrôlés ont été épinglés. Certaines pratiques frauduleuses plongent les clients dans des situations dramatiques. J'ai pas encore tout fini de régler parce que moi j'ai une famille avec 2 enfants et c'est impossible de tout solder d'un coup. Donc je paye au fur et à mesure. Là, je viens d'envoyer des virements pour solder un petit peu mon compte.
Environ un tiers des Français ont un syndic. Cela représente près de 10 millions de logements. Chaque propriétaire règle en moyenne entre 150 et 250 € chaque année afin que le cabinet gère l'immeuble au quotidien, collecte les charges, lance les travaux, paye les prestataires de ménage. Mais dans ce secteur, nombreux sont ceux qui déplorent des cas de mauvaise gestion, voire d'abus. Tout le monde est au courant et tout le monde se voile la face. Selon certains professionnels, des malversations de plusieurs millions d'euros pourraient même passer sous les radars. Je découvre complètement l'ampleur des détournements. Hein. Moi, à mon échelle, c'était 187 000 €. C'était déjà colossal, mais si on multiplie ça par 280 copropriétés, on a du mal à se projeter. Là, c'est une escroquerie de grande ampleur, assez rare, assez unique en France, oui, c'est clair. Comment de tels abus sont-ils possibles ? Comment s'y retrouver et éviter le pire ? Révélation sur les petits et les gros secrets de certains syndics. Dans les Vosges, à Vittel, Monique attend que l'horizon se dégage enfin. Depuis 1 an et demi, pour la retraitée, le temps s'est arrêté. Plus de balcons et des échafaudages qui lui barrent la vue. Un balcon, c'est fait pour en profiter. Ça fait mal au ventre de voir cette chose devant les yeux, quoi. Alors qu'on devrait avoir un balcon fleuri. La retraitée habite ici depuis 8 ans. Vous voyez, les balcons n'ont pas de rambarde. C'est très dangereux. Il y a encore quelques semaines, les balcons n'étaient même pas sécurisés. Les personnes ont été obligées de faire un balcon provisoire pour pouvoir laisser sortir les animaux. Un chantier à l'arrêt et 120 copropriétaires impuissants. Bonjour. Bonjour Monique. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va? Ça va. On va dire que ça va. On va faire comme si. Ouais. Je sais pas quelle sauce on va être mangé, justement. Il va se passer quoi? On sait toujours rien, parce que de toute façon, à l'agence, on ne nous dit rien. On envoie des mails, on ne nous répond pas. On téléphone, on ne nous répond pas. On y va, on nous dit, ben non, ils peuvent pas vous recevoir, ils sont en réunion. Alors qu'en vérifiant en face de la vitrine, on voit très bien qu'ils ne sont pas en réunion. Je l'ai fait la semaine dernière. À l'origine, ils avaient voté des travaux de rénovation énergétique qui devaient durer seulement 3 mois dans cet immeuble. Même avec les échafaudages, il y a quand même un danger. Hein. Bon, bah, l'échafaudage et puis rien. Il sert à rien, c'est pareil. C'est même dégoûtant de voir ça. Ouais. Nous habitons dans les bidonvilles. Pour Monique et ses voisins, il y a un responsable, leur ancien syndic. La facture totale s'élevait à plus de 2 millions d'euros. Or, la copro n'avait pas tous les fonds. Le gestionnaire comptait sur l'attribution de prêts qu'il n'a pas obtenus. Ils ont mis la charrue avant les bœufs, voilà, tout simplement, c'est ça. Hein. Donc ils ont commencé les travaux avec l'argent des personnes qui ont payé comptant. Mais une fois qu'il n'y a plus d'argent, vu que les emprunts n'ont pas été encore finalisés... Comme ils n'étaient pas payés, ils ont arrêté de travailler. Lancer des travaux sans avoir tous les fonds est légal. Mais selon plusieurs experts, la pratique est risquée. Quelques mois après le début du chantier sur cet immeuble, le syndic dépose le bilan. Ce cabinet était l'un des plus importants du département. Il gérait également l'immeuble qui prend l'eau à Nancy. 30 années d'activité, plus de 200 copros, une bonne réputation. Midon Baudouin faisait même partie du réseau Century 21. Mais juridiquement, la marque n'est pas responsable de ses franchisés. Comment expliquer une telle débâcle? Nous avons rencontré une ancienne salariée de Midon Baudouin. Selon elle, le cabinet aurait eu les yeux plus gros que le ventre. Ça faisait un certain temps qu'ils regardaient un petit peu pour acheter des portefeuilles parce que l'envie, c'était de s'agrandir. En 2022, Midon Baudouin rachète un lot de copropriétés pour augmenter son chiffre d'affaires. Ça a mal tourné parce que l'agence n'avait déjà pas pris soin de son portefeuille. Organisation des assemblées générales, tenue des comptes, devis, de nombreux dossiers auraient été mal gérés.
Il y avait tout à reprendre, tout à refaire, et donc c'était une masse de travail énorme. Après, moi, ce qui me révolte, c'est qu'on puisse transmettre un portefeuille qui est dans un état comme ça déjà à un confrère. Selon elle, cette surcharge imprévue aurait entraîné des cas de mauvaise gestion. Du coup, l'énergie qu'on met à vouloir remonter un portefeuille qui va mal, et du coup, on délaisse les copropriétés qui allaient bien. Certains salariés travaillaient la journée au bureau, et puis voyant qu'ils n'arrivaient pas à sortir la tête de l'eau et à remplir les missions qui leur étaient données, rallumaient l'ordinateur portable chez eux et puis travaillaient jusqu'à 22h, 23h. Plein de salariés sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus de la pression qu'ils subissaient au quotidien. C'était une masse de travail énorme et vu que Midon Baudouin n'a pas souhaité embaucher en conséquence le personnel qu'il fallait pour accomplir les tâches en plus, forcément ça a coulé. Les dirigeants de l'époque étaient-ils conscients des difficultés de leurs salariés? Dans un café à Nancy, nous allons à la rencontre du fondateur du cabinet, Jean-François Midon. Il veut bien être enregistré, mais refuse d'être filmé. Depuis 2022, personnellement, je ne suis plus en activité, j'étais en retraite. Et nous avions confié une directrice de service et une personne en charge du management de l'équipe. Donc, nous n'étions plus du tout aux commandes, même si derrière, c'est nous qui étions actionnaires. En tant que, mine de rien, actionnaire principal, donc chef, en fait, premier responsable, est-ce que vous n'êtes pas aussi responsable? Est-ce que vous n'êtes pas censé surveiller ce qui se passe? On faisait des réunions régulières avec tous les managers de service. Quand vous êtes en réunion, qu'on vous présente que de telle copropriété, les comptes ont été préparés, que les assemblées vont être convoquées et tout. Vous faites confiance à un moment quand même. Comment expliquer les défaillances constatées? Pour l'ancien patron, la société n'était pas en sous-effectif après le rachat du portefeuille. Nous avions calculé que nous restions par gestionnaire statistiquement dans les normes d'un gestionnaire de copropriété. Selon lui, les dysfonctionnements auraient commencé en 2023, quand les salariés ont appris qu'ils comptaient vendre le cabinet. Et là, c'est de notre faute, on a été trop vite. Certains se sont dit, qu'est-ce qui va nous manger? Comment on va être mangé? Que va-t-il se passer? C'est un tort que nous avons eu et qui a favorisé le turnover qui était déjà assez important. Nous l'interrogeons sur l'immeuble de Géraldine, qui prend l'eau. Ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que, 1, nous avions fait les déclarations de sinistre. 2, des recherches de fuite ont été réalisées. Nous n'avons pas pu aller plus loin, puisqu'il y a eu changement. Changement de syndic. Tout à fait, monsieur. Concernant Vitel et son chantier à l'arrêt, l'ex-dirigeant estime que c'est le repreneur qui n'aurait pas fait le nécessaire pour que le dossier avance. Il restait un ultime appel de fonds à faire et à clôturer le dossier de financement. J'ai eu personnellement la société de financement. Ils m'ont dit, Monsieur Midon, on attend un document qu'ils ne nous ont jamais adressé. Contacté, le nouveau syndic affirme que l'offre de prêt devant financer les travaux était caduque lorsqu'il a pris la suite. Un nouveau dossier de financement est en cours. Quand la confiance fait défaut, comment s'y retrouver? À Paris, le salon de la copropriété est le rendez-vous annuel du secteur. De grands groupes, des petits indépendants. Pour les clients, difficile de comparer les offres. Un homme promet aux propriétaires de les guider dans cette quête. Ça, c'est chausse-pied parce que changer de syndic, choisir un syndic à son pied. Oui, c'est rigolo. Non, Après avoir été syndic pendant 25 ans, Francis Bourriot était lassé par les pratiques du milieu. Et éventuellement... Bonjour, ça va? La société de cet expert aide les clients à choisir parmi ses anciens confrères. De la ville. Certains syndics m'en veulent beaucoup parce que je leur ai fait perdre un immeuble de 300 lots, 500 lots, 800 lots. Donc forcément, c'est 50 000, 100 000 d'honoraires qu'ils perdent. L'ancien syndic ne mâche pas ses mots. Ils ont une technique, ils vous vendent 20% de vrai et 80% de faux. Et comme la soupe, c'est de la soupe, vous dites, ouais, bah, elle n'est pas bonne, mais on la mange quand même. Moi, je vais vous trouver 3 syndics, les moins mauvais possibles, et qui vont surtout correspondre à vos besoins. Pourquoi vous avez besoin de personnes, là, de cabinets de conseil, de personnes comme Francis? Parce qu'on a changé 4 fois, qu'on est dans le 77 et qu'il n'y en a pas tant que ça.
J'espère qu'il y en a des bons quand même. Pour éviter les mauvaises surprises, Francis donne quelques astuces. Vous demandez combien a-t-il d'immeubles en gestion, combien a-t-il de gestionnaires, combien a-t-il de lots, parce qu'il y a des ratios. Par exemple, un gestionnaire qui dépasse 45 immeubles, vous changez de trottoir, vous ne prenez pas ce syndic-là, parce que c'est beaucoup trop. Il en est 35, 40, c'est parfait, 45, c'est le maximum. Il faut aussi bien relire les contrats. Dans son dernier rapport, la répression des fraudes pointe. Des prestations facturées à un montant supérieur à celui qui était prévu dans le contrat. Des frais imputés à tort. Des gestionnaires qui exercent sans carte professionnelle ont aussi été épinglés. Les 2/3 des syndics contrôlés seraient hors la loi. Il n'y a pas assez de contrôle. On voit 457 syndics contrôlés pour 20 000 ou 25 000 syndics en France. C'est très peu. Et je pense que si on faisait 10 000 contrôles, on serait très surpris de voir des anomalies plus graves. Interrogé, la répression des fraudes indique que les contrôles sont ciblés et que leur régularité permet d'assurer une bonne couverture du marché. Pour Francis Bourriaud, d'autres pratiques illégales, encore plus difficiles à déceler, seraient courantes dans le secteur, comme les marges arrière. Les marges arrière, c'est les commissions qu'ils touchent du fournisseur. Vous faites un ravalement, une toiture, une chaufferie, 1 million d'euros, vous prenez 10%, vous touchez 100 000 euros. Ces rétributions sont illégales, car elles sont versées sans en avertir les propriétaires. C'est un abus de confiance, parce qu'il a un mandat, il abuse de la confiance de ses copropriétaires pour toucher de l'argent extérieur. Parfois, ces commissions se feraient sous la forme de cadeaux. Sur la Côte d'Azur, une enquête pour corruption a été lancée contre une vingtaine de cabinets qui auraient reçu d'entreprises du BTP des billets pour la Coupe du Monde de football, des voyages ou encore des nuits dans des palaces. Autre combine, celle des lots fantômes. Vous avez 50 copropriétaires dans l'immeuble, vous en créez un 51e qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le lot fantôme. Mais dans la comptabilité, il a 10 millièmes. Vous appelez 1 million d'euros, il va payer 10 millièmes. Et donc, au bout d'un certain temps, il va avoir un solde débiteur, puisque personne ne paiera, il n'y a personne au bout du fil. Et le syndic indique au propriétaire qu'il faut combler le trou du débiteur, c'est une créance douteuse, donc on va voter un appel de fonds exceptionnel pour combler le trou. Il comble le trou, et la somme, il se la met dans la poche et il supprime le lot fantôme. C'est une technique. Si c'est une copropriétaire de 12 lots, le président du conseil syndical va se rendre compte qu'il n'y a pas un 13e candidat. Mais dans une copropriété de 1000 lots, qui va aller vérifier qu'il y en a 1001 ou 1002 personnes? Dans les gros immeubles, c'est beaucoup plus facile de frauder. 365 appartements, plus de 1000 habitants. Dans l'est de Paris, les copropriétaires de ce gigantesque ensemble de Rosny-sous-Bois s'estiment victimes d'abus de confiance. René Prin habite ici depuis 35 ans. Il est à la tête du conseil syndical des copropriétaires. Bonjour. Bonjour, monsieur Prin. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. C'est réparé le téléphone? C'est réparé un téléphone, vous l'avez là? Ok. Alors nous avons 4 personnes à gérer, un gardien en chef, 2 personnes nettoyage, entretien et 1 personne de ménage. Entre le personnel à payer et l'entretien des parties communes, les charges sont importantes. On représente un gros potentiel pour les syndics. Le budget annuel de la copropriété représente 1 100 000 minimum. Pendant plus de 20 ans, la copropriété a fait confiance au même syndic, JDECO. René. Bien. Bonjour. Bon, t'es à la réunion ce soir? Ouais. Mais il y a 2 ans, plus de relevé de compte. Après quelques semaines sans nouvelles du syndic, René passe à la banque et tombe des nues. Nous, on a découvert qu'il n'y avait plus d'argent sur les comptes.
Il nous restait à peu près 100 000 euros sur le compte de la copropriété, alors qu'on tourne avec entre 250 et 280 000 euros au trimestre de rentrée d'argent. Il y avait aussi de nombreuses factures impayées. On avait une dette de 400 et quelques mille euros de fournisseurs, dont le syndic Gideco avait arrêté de payer toutes les factures au mois de mai 2023. Là, à ce moment-là, on se sent très mal. On se sent très mal, avec de la hargne et un peu de haine. La veille, le syndic avait été placé en liquidation judiciaire. René et les copropriétaires déclarent au tribunal une créance d'1 million d'euros. Un an de budget, 1 million qui est parti. Là, on se dit, mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour la copro? Voilà, c'est énormément de choses pour les habitants qu'on aurait pu faire, qui est parti dans le vide. Et on ne sait pas encore si on les récupérera un jour. Depuis, le détournement présumé occupe toutes les conversations. Bonjour. Bonjour. Catherine, vous vouliez me voir? Oui. C'est pourquoi? C'était pour avoir des informations sur le nouveau syndic et tout ça, pour que je puisse leur répondre quand elles sont stressées un petit peu. Donc voilà. René Prin passe régulièrement au salon de coiffure de la résidence. Normalement, je dis bien, je croise des doigts, on devrait maintenir le budget voté à l'Assemblée Générale. D'accord. Je dis bien, je croise des doigts. Quand les clients vous parlent de leur inquiétude, moi je les comprends parce que c'est une situation tellement sidérante. Non, c'est très injuste. Oui, nous, c'est plus pour les rassurer. C'est plus le rôle de psy pour les rassurer et voilà, essayer de faire en sorte qu'ils soient un petit peu moins stressés. Et après, nous, de notre côté, on essaie de se renseigner, mais c'est pas toujours facile. On n'arrive pas forcément à avoir les réponses à leurs questions. Ça vous met en colère, ça? Ah oui, ça me met en colère, oui, parce qu'il y a des personnes, elles n'ont pas forcément beaucoup de ressources. Et c'est d'abuser des gens, je trouve ça horrible. Dans la copropriété, les travaux non essentiels ont été interrompus. Anthony, tu vas bien? Président René. Benoît. Pour combler le déficit, ils ont dû lever 250 000 euros en plus des charges habituelles. Cela représente entre 600 et 1 500 euros par propriétaire. Quand le syndic nous lance l'appel de fonds, c'est une somme qui est due. Et donc, vous ne pouvez rien faire. Même si vous essayez de vendre votre appartement, vous avez une dette, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas vendre. J'ai pas encore tout fini de régler parce que moi j'ai une famille avec 2 enfants et c'est impossible de tout solder d'un coup. Donc je paye au fur et à mesure. Là, je viens d'envoyer des virements pour solder un petit peu mon compte, mais ça fait beaucoup. Il y en a qui avaient projeté d'aller au ski, ils n'ont pas été au ski. Il y en a qui avaient projeté de changer leur véhicule, ils n'ont pas changé leur véhicule. Ça peut être tout simplement manger tous les jours. Manger, tout simplement. Leur nouveau syndic préfère rester anonyme. Suite à la liquidation de Gideco, il a repris d'autres copropriétés dont les comptes auraient aussi été siphonnés. Le plus important que j'ai vu, c'est une copropriété où ils ont voté travaux normalement pour 200 000 euros environ. Les chefs fraudeurs est arrivé, ils ont commencé à monter sur le long des façades. Et c'est là, d'un coup, ils ont appris que sur la copropriété, il n'y avait plus un sou. Ils ont commencé échafaudage, ils ont redescendu. Hop. Quand il a épluché les relevés de la copro, le nouveau syndic a mis en lumière un virement suspect. 85 522 euros virés des comptes de Rosny-sous-Bois vers une autre copropriété de Gideco dans Paris. Et c'est vrai, quand on voit une écriture comme ça, il faut aller fouiller plus loin dans tous les comptes pour essayer de comprendre d'où c'est parti. La loi interdit au syndic de faire transiter de l'argent d'une copro à une autre. Le gestionnaire actuel a du mal à comprendre comment un tel virement a pu passer inaperçu. Alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on est contrôlé quand même par un expert comptable. Ensuite, il y a la caisse de garantie qui est là aussi pour contrôler notre comptabilité. La caisse de garantie, c'est une assurance obligatoire des syndics. La caisse de garantie a l'accès à notre banque, à notre logiciel, au compte de la société de l'expert comptable, enfin à tout. Pour passer à côté, c'est-à-dire qu'il y avait 0 contrôle sur ce cabinet. Alors après, il y a forcément dû en avoir à un moment donné. La caisse de garantie, chargée du contrôle de Gideco, avait rompu son contrat avec le syndic 9 mois avant le redressement.
JDECO s'est alors tourné vers une assurance à l'étranger. Sur les PDF, généralement, on prend une caisse de garantie nationale. Quand on commence à prendre à l'étranger, c'est que personne ne veut garantir. Tenu au secret professionnel, l'ancienne caisse de garantie nationale du syndic n'a pas souhaité répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec Maître Mirande. Maître Mirande représente une dizaine de copropriétaires d'autres immeubles qui s'estiment aussi victimes de JDECO et de Anel, sa société sœur. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Paul Mirande. L'avocat pourrait les aider à déposer plainte pour abus de confiance. On a de manière certaine des virements qui sont indus, qui proviennent des comptes de copropriétaires et qui vont directement sur le compte de Michel Anel et de JDECO. Ça, c'est établi. Sur ces relevés de compte d'une autre copropriété, l'avocat a par exemple identifié 5 virements qui, selon lui, sont injustifiés pour un montant total de 9 076 €. Pour que les comptes des copros ne soient jamais déficitaires, les syndics les auraient renfloués grâce à l'argent d'autres immeubles. C'est ce qu'on appelle un système de cavalerie. C'est tout à fait remarquable. Vous avez un virement qui arrive sur le compte de la copropriété pour 45 000 € de la part d'un syndicat de copropriétaires. Le même mois, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 virements qui partent du compte du syndicat des copropriétaires vers les comptes d'autres syndicats de copropriétaires, à chaque fois pour des montants alors légers, 1 500 €, 1 800 €. Effectivement, ça attire pas l'œil. Il y a quand même des montants qui sont plus importants, puisque là, on a un virement pour 15 900 €, un virement pour 11 600 €. En quelques jours, 54 000 € auraient ainsi été virés vers les comptes d'autres copros. En tout cas, là, on a une trace assez nette de cette façon un petit peu de boucher les trous comme on peut. On essaye probablement que là, ces copropriétés-là avaient un besoin de liquidité immédiat. Et on se dit, bon, on va utiliser ce compte qui est plutôt dans le vert pour essayer de les équilibrer. Selon Maître Mirande, plusieurs millions d'euros auraient pu être détournés sur plusieurs années. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire maintenant? Alors, moi, systématiquement à mes clients, je leur ai recommandé de porter plainte, d'aller devant le procureur de la République et de qualifier pénalement les faits dont ils ont été victimes. Donc, chaque virement litigieux est un acte qui, potentiellement, est pénalement répréhensible puisqu'il pourrait constituer un abus de confiance, de l'escroquerie, une entreprise de cavalerie. En 2025, Maître Mirande a déposé 3 plaintes au nom d'autres copropriétés pour abus de confiance. Elles visent les cabinets JDECO et Anel, mais aussi le couple qui les gérait, Claude Avramov et Brigitte Laborde. L'idée principale, c'est de chercher Madame Laborde et Monsieur Avramov par tous les moyens pour les faire condamner. Écoutez, merci. Depuis la liquidation, ils semblent avoir disparu. Pendant plusieurs semaines, nous avons essayé de les retrouver, mais leurs bureaux sont fermés. Le couple n'habite plus à l'adresse donnée au moment de la liquidation judiciaire. Contactés par téléphone et par mail, leur avocat ne nous a jamais répondu. Même leurs comptes sur les réseaux sociaux ont récemment été effacés. Nous avons retrouvé leur fille, qui a été administratrice du cabinet JDECO pendant plusieurs années. Appel en cours. Vous pouvez parler. Bonjour, vous m'entendez? Oui. J'ai filmé certains copropriétaires qui disent qu'il y aurait escroquerie concernant Anel JDECO et donc je voulais avoir votre point de vue en fait. Excusez-moi, vous savez où est-ce qu'ils sont, Brigitte et Claude? Non, je ne peux pas répondre et je préfère m'arrêter là. Merci. Ils sont partis à l'étranger ou pas? Fin d'appel. En octobre 2025, Claude Avramov et Brigitte Laborde ont été condamnés en première instance par le tribunal de commerce de Paris pour faillite personnelle. Une sanction qui leur interdit de gérer une société pendant 10 ans. En l'espèce, le comportement de M. Avramov apparaît d'une particulière gravité. Carence dans la tenue de la comptabilité, détournement de sommes dont il était le gérant et poursuite abusive de l'activité à son profit. Dans le compte-rendu de la condamnation,
Le couple, quant à lui, conteste ces griefs. Les reproches liés à de prétendus détournements de fonds sont infondés. Car rien dans les pièces produites au débat ne permet de soutenir que les dirigeants de la société Gideco auraient profité desdits fonds et pour quel montant. Claude Avramoff et Brigitte Laborde ont fait appel de ces condamnations. Face à ces abus, certains copropriétaires choisissent de se passer de syndic professionnel et de tout gérer eux-mêmes, y compris les négociations avec les prestataires. Donc, on fait attention à ça. Ouais. Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de baisser le tarif et qu'on ait une super prestation. Alain et Thierry représentent les 98 copropriétaires de leur résidence. Monsieur Thierry Simana, enchanté. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec cet installateur de compteurs. Dans nos contrats de compteurs d'eau arrivent à échéance. En fait, on avait un contrat de 10 ans. Donc maintenant, on aimerait bien trouver une nouvelle solution qui serait plus abordable que ce qu'on a actuellement et peut-être plus autonome que d'avoir un prestataire qui vient faire les relevés. Voilà, je pense qu'on est au XXIe siècle et commencer à trouver quelque chose de plus technologique. Bonjour. Bonjour. Alain, c'est ça? Oui. Bonjour Alain, Thierry. Bonjour. Et monsieur Doux. Monsieur Doux. Enchanté. Bonjour, ravi. Alors, si on vient vous voir, c'est parce que vous êtes une coopérative de syndic. C'est quoi? C'est des propriétaires qui deviennent leur propre syndic. On ne travaille plus avec un syndic professionnel, mais on est devenu un syndic coopératif. Ça veut dire qu'il a 98 logements à gérer. Parmi ces 98 logements, nous avons toujours en fait des copropriétaires qui se portent membres du conseil syndical. Ouais. Et c'est le conseil syndical qui, avec un logiciel, en fait, assure la gestion de la copropriété. Donc vous avez l'air plutôt ravi. Ah oui. Ouais, tout à fait. Ça fait 7 ans qu'on est là, donc 7 ans que vous bien. faites ça, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Vous avez fait beaucoup d'économies. Pas mal. Dès la première année, on a économisé 40 000 euros, pratiquement 30% en une année. En une année. Et alors là, monsieur Doux, il vient parce que des économies, vous voulez en faire encore plus, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. On en cherche tout le temps. D'accord, vous êtes des chercheurs d'économies. Pratiquement. Et alors Thierry, c'est des économies sur quoi du coup? Là, nous allons essayer de faire des économies en fait avec monsieur Doux en fait sur les compteurs de télérelève. Donc ce sera les compteurs de relève d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage. On y va? On va voir les compteurs? Allez-y. C'est vous qui passez l'examen là. Hein? Merci. Actuellement, chaque propriétaire dépense 100 € par an pour la relève des compteurs. Ils espèrent automatiser la manœuvre. On va voir les compteurs. Et faire économiser 10 000 € par an à l'ensemble de la copropriété. Alors, c'est quoi? C'est l'objet du délit? Tout à fait, exactement. Alors ici, on a les compteurs d'eau froide. D'accord, ouais, tout à fait. Donc, colonne PVC pression. Là, actuellement, ces compteurs-là, on ne peut pas les relever à distance. Ce sont des compteurs à relevé visuel. Donc, il y a quelqu'un qui doit passer une fois par an ou 2 fois par an. Et ça coûte de l'argent. Voilà, ouais. pour les relever. Nous, on peut installer effectivement pour le même encombrement un compteur qui est doté d'une antenne et qui est relevé, par exemple, tous les jours par un boîtier qu'on met dans les parties communes de l'immeuble et qui va interroger donc les compteurs tous les jours et être alerté en cas de détection de fuite. Et alors, dites-moi, là, on vous voit à pied d'œuvre faire le boulot du syndic. Le syndic coopératif, c'est vous qui faites le travail. C'est pas trop dur? Ça vous prend pas des heures? Non, parce qu'à l'époque, on était en syndic professionnel, je pense qu'on faisait pratiquement la même chose. Et le syndic professionnel nous facturait leurs prestations de déplacement. Évidemment. Alors que nous, on est juste là, on a juste à descendre. Je habite au 5e, je prends l'ascenseur, je descends au rez-de-chaussée. J'accueille monsieur Do, en l'occurrence, aujourd'hui. Et on fait cette prestation. Mais alors, par rapport aux autres propriétaires, c'est pas un peu dur parfois? Parce qu'on voit dans les réunions de copropriété, il y a des frictions. Le syndic, il est au milieu. Là, c'est vous au milieu. Ouais. Mais au milieu des autres propriétaires de vos voisins, quoi. Ouais. C'est pas dur? C'est pas... Dur pour moi, non, puisque nous sommes directement en contact avec les copropriétaires. Nous sommes les voisins, ils savent que nous sommes là pour les aider, les accompagner. Dans le cas des impayés, dans le cas des problèmes de fuite, dans tous ces problèmes, en fait, nous sommes les voisins, on est là pour se soutenir mutuellement. Et alors, pour vous, vous trouvez qu'ils sont plus efficaces que les syndics professionnels ou pas, monsieur Doux? Disons qu'en termes de réactivité, c'est un peu le jour et la nuit. Il n'y a pas besoin, effectivement, de... passer par 3, 4, 5 intermédiaires pour finalement avoir l'information qui provient en réalité du terrain. Et puis, il faut le dire, pour tous les copropriétaires qui nous écoutent en ce moment dans différents lotissements, vous êtes aidés aussi, il y a un logiciel. On est d'accord parce que... Alors, il n'y a pas qu'un logiciel. Hein. Il y a aussi un service juridique, on a un service de comptabilité et service travaux qui nous aident. Vous êtes bordés.
Alors, la plateforme dont vous parlez, elle équipe pas mal de syndics coopératifs. Si vous voulez bien, on va aller les voir pour voir comment ils fonctionnent, justement. On va aller les voir. Ils se sont baptisés les néo-syndics. Dans le centre de Paris, Raphaël Di Meglio est à la tête d'une start-up qui dit vouloir révolutionner les usages des gestionnaires de copropriété. Sa promesse, plus de réactivité grâce aux nouvelles technologies. Pour se faire connaître, l'entreprise a misé sur une campagne de publicité plutôt agressive. Merci Syndic pour votre musique d'attente. Maintenant, je connais Vivaldi par cœur. Merci Syndic pour les fuites d'eau. C'est tous les jours piscine. Des slogans qui n'ont pas vraiment plu à ses confrères. Ils ont fait 4 procédures différentes, donc au pénal où il y a eu un classement sans suite, devant le tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, etc. Donc ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes, donc que ce soit sur exercice illégal de syndic, publicité trompeuse, etc. Et on a juste été condamnés pour une chose, c'est dénigrement. Donc on a dû leur verser 20 000 € parce que dans la campagne de 2019, on les dénigrait. Après 8 ans d'existence, la start-up a plus de 200 salariés, un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Chaque mois, elle conquiert 200 nouvelles copropriétés qu'elle fait passer au digital. Alors ça, c'est les cartons d'archives des anciens syndics. Donc on récupère des nouvelles copropriétés, on les numérise au fur et à mesure. Ça nous prend un peu de temps. Mais pour les clients, cette entrée dans l'ère de la dématérialisation, cela change-t-il vraiment quelque chose? À Lyon, Pauline travaille dans l'une des 6 antennes régionales de la start-up. Bonjour Pauline. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Désolée. Daniel et Michel veulent faire un point sur les dossiers de leur copro. Au sein de la copropriété. Donc DE local. Donc ça, c'est ce qui est arrivé hier. On attend le rapport de péage. D'accord. Sachant que normalement, donc ça ne coule plus. Pauline communique avec les copropriétaires via cette plateforme, identique à celle des syndics bénévoles. Il y a d'abord de la transparence, on sait exactement où on en est, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Comme on a accès au logiciel 24 heures sur 24, si on veut le faire le dimanche, on regarde un peu où on en est, on jette un coup d'œil, ben voilà. On n'est pas tenu à faire les dossiers en semaine parce qu'il va falloir appeler un standard qui n'est pas forcément ouvert, etc. Donc c'est quand même un gain de temps énorme, c'est beaucoup plus souple pour nous. Les tarifs de l'entreprise sont dans la moyenne du secteur, mais la start-up s'engage à n'avoir que 30 copropriétés par gestionnaire. Dans ces conditions, comment font-ils pour être rentables? Ici, pas de bureau pour recevoir les clients. Les salariés sont en coworking et organisent à distance leurs réunions. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Cet après-midi, la gestionnaire supervise une assemblée générale, à côté de ses 6 collègues des services commerciaux et comptabilité. Pour commencer notre assemblée générale ce soir, je vais avoir besoin d'un président de séance, s'il vous plaît. Qui souhaite être président de séance ce soir? Je rappelle que le rôle du président est de signer le procès verbal et que je vous envoie un lien de signature par voie électronique. Ça prend 1 minute. Pauline touche une prime de 12% si à la fin de l'année, elle réussit à conserver son portefeuille de clients. Après chaque échange, les propriétaires peuvent lui attribuer une note. Dans notre signature mail, juste ici, ils ont la possibilité de choisir entre 3 bonhommes différents selon s'ils ont été très satisfaits, neutres ou pas du tout satisfaits de notre réponse. Ça leur prend vraiment quelques secondes et nous, ça nous permet du coup d'avoir un suivi sur leur retour. Sur le mois dernier, ici on voit que moi j'ai une note de satisfaction client de 75%. Un système de notation dont le PDG est très fier. Raphaël Di Meglio suit de près la satisfaction de ses clients. Chaque gestionnaire est suivi dans la qualité de son service. Comme Uber, où il y a une notation pour le taxi. Oui, absolument. Et par exemple, si un gestionnaire est mal noté, qu'est-ce qui va se passer?
On va essayer de l'accompagner et le former pour qu'il ait des meilleures qualités de réponse. Ouais. Okay. Ou le virer si jamais. J'ai jamais viré un gestionnaire. La start-up espère désormais conquérir de nouveaux marchés dans toute l'Europe. À Vittel, Monique et ses voisins gardent espoir. Le nouveau syndic a promis que les travaux allaient reprendre dans les 2 prochains mois. À Nancy, Stéphanie et ses copropriétaires ont décidé de devenir syndic bénévole. Les travaux de rénovation viennent de commencer. À la prochaine assemblée générale de Rosny-sous-Bois, René Prin doit demander l'accord de tous les copropriétaires pour porter plainte contre leur ancien syndic et pour débloquer les fonds qui permettront de payer l'avocat. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner Pour plus de contenu encore, juste aller ici. sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.